Bien. Bonsoir Jean-Louis, bonsoir Irène. Messieurs, dames. Bien. Monsieur Larrazabal, acceptez-vous d'être secrétaire de séance? Voulez-vous procéder à l'appel? Présent. Alors, Madame Doubrère. Présent. Monsieur Touillat. Présent. Madame Argounès. Présent. Monsieur Craspail. Présent. Madame Castelot. Présent. Monsieur Calatayune. Présent. Monsieur Pourchier. Monsieur Forget. Monsieur Piron. Madame Cassagne-Rodriguez. Monsieur Calvo. Monsieur Malfait. Madame Suzac. À donner rendez-vous à donner rendez-vous à Mademoiselle Doubrère et en même temps son pouvoir. Madame Cornebat-Trequet. Madame Crancé. Monsieur Ben Saïd. À donner son pouvoir à Monsieur Craspail. Monsieur Gallego. Madame Cressevert. Madame Chognaud. À donner pouvoir à Madame Crancé. Madame Legoisse. Monsieur Peyret. Monsieur Logini. Monsieur Rabouan. Madame Édouard. Madame Gassan. À donner pouvoir à Madame Argounès. Madame Huin. Monsieur Junca. Monsieur Texera. M'a donné pouvoir. Monsieur Vives. Madame Julien. Monsieur Lourdou. Madame Vieux. Monsieur Saint-Mézard. À donner pouvoir à Monsieur Montama. Madame Rachidi. Mademoiselle Tamam. Monsieur Goetz. Madame Edli Buffa. Madame Edli Buffa a donné à Madame Vieux qui ne devrait pas tarder normalement. Monsieur Chardenoux. Madame Donadille. Et Monsieur Montama. Voilà, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Bien. Du jour. Voilà, alors je me permets de vous rappeler l'ordre du jour. Bon, nous sommes réunis, bien évidemment, je l'avais déjà évoqué, pour vous présenter le bilan de la concertation du projet du plan local d'urbanisme. Et dans le même temps, nous avons ajouté deux autres points, à savoir les actions engagées en faveur des sinistrés suite aux intempéries et la nouvelle répartition du nombre de sièges de délégués communautaires entre les communes membres de la communauté d'agglomération du Grand Arbre à compter des prochaines élections municipales. Avant d'aborder l'ordre du jour, je voudrais remercier toutes celles et tous ceux qui ont permis la réalisation, l'organisation de la soirée du concert d'hier soir, concert de solidarité en faveur des personnes sinistrées. En premier lieu, Michel Garnier et toute l'équipe de l'Office de tourisme, tous les artistes qui sont venus bénévolement, tous, y compris Michael Jones qui est venu de Lyon, bénévolement, y compris le groupe Boulevard Désert qui est venu spécialement de Nancy où il jouait la veille. Remercier tous les techniciens qui ont travaillé bénévolement et les animateurs qui ont travaillé bénévolement. Je regrette que les intermittents du spectacle n'aient pu se joindre à nous, ce qui a malheureusement occasionné quelques imperfections au niveau du son, mais quand même, ça a été une soirée assez exceptionnelle. Je remercie bien évidemment tous les services de sécurité, les pompiers, les policiers municipaux qui sont venus bénévolement, les joueurs du TPR qui sont venus nous aider bénévolement, et puis j'en oublie bien évidemment, tant cette soirée a suscité un vaste élan de solidarité. Le résultat, je n'ai pas encore les chiffres définitifs parce que les recettes de la buvette, compte tenu du nombre de pièces, seront comptées, je pense, demain. Mais ce que je peux vous dire, c'est que 7099 billets à 10 € ont été vendus. 7099. Ce qui veut dire qu'il est très vraisemblable que nous remettrons dans quelques jours un chèque d'au moins 80 000 €
pour venir en aide aux sinistrés. Ce chèque, je verrai avec le président Pellieu si nous le remettons à la structure qu'il a mise en place au Conseil général ou si nous intervenons à travers l'association départementale des maires. En tout cas, je tiens à vous dire toute ma satisfaction. Le travail qui a été accompli par les uns et les autres n'est pas vain. 80 000 €, c'est quand même une somme importante. À cela s'ajoutera la valorisation du travail de nos policiers municipaux qui ont décidé donc de travailler gratuitement et de reverser leur salaire au bénéfice des sinistrés, ainsi que des personnes du protocole. À cela, il faut ajouter toutes les interventions qui ont été faites et celles qui vont être faites par du personnel municipal avec du matériel municipal au bénéfice de communes sinistrées. Je voudrais d'abord remercier les 52 employés municipaux qui se sont portés volontaires pour aller effectuer du travail sur les communes sinistrées. 52 qui se sont portés volontaires suite à nos sollicitations. Nous allons avoir 3 convois la semaine prochaine qui vont être présents sur le terrain, à Luce, à Adast, avec des véhicules municipaux, du personnel municipal. Au total, 25 personnes toute la semaine prochaine qui travaillera bien sûr bénévolement sur le site. C'est également le concours en nature de la ville de Tarbes. Voilà ce que je voulais vous dire sur notre engagement à cet égard. Nous avons une délibération que je vous soumets qui concerne un des points que je viens d'évoquer. Il s'agit de la délibération suivante, dont face aux terribles intempéries dont ont été victimes de nombreux territoires de Hautes-Pyrénées, la ville de Tarbes a souhaité s'associer sous diverses formes à la solidarité départementale. Outre le concert organisé en collaboration avec l'Office de tourisme qui a réuni plus de 7000 personnes sous la halle Marcadieu le 1er juillet et dont l'intégralité de la recette sera reversée aux sinistrés, la ville a autorisé ses agents à se porter volontaires sur leur temps de travail pour aider aux travaux de remise en état ou pour porter assistance aux divers organismes qui le nécessiteraient. Ces diverses actions sont coordonnées en étroite collaboration avec la cellule de crise mise en place par le Conseil général et en fonction des besoins exprimés. Par ailleurs, outre le bénévolat et les gestes de générosité accomplis à titre individuel par les agents, les policiers municipaux ont souhaité faire don des heures de travail supplémentaires réalisées pour assurer la sécurité du concert du 1er juillet, soit 870 €. Le montant correspondant pourra être versé sur le compte ouvert spécialement par l'organisateur du concert Solidarité, à savoir l'Office de tourisme. Ainsi, l'ensemble des bénéfices sera reversé depuis ce compte à l'association des communes sinistrées qui sera indiquée par le Conseil général. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le versement sous forme de subvention de la somme de 870 € sur le compte bancaire ouvert spécialement et géré par l'Office de tourisme pour l'organisation et le reversement des bénéfices du concert de solidarité et de m'autoriser à effectuer toute démarche nécessaire à cet effet. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Non. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Pas d'abstention. Elle est approuvée. Je vous remercie. La deuxième délibération concerne la nouvelle répartition du nombre de sièges de délégués communautaires après les municipales de 2014. Alors, la loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales, modifiée et complétée par la loi du 29 février 2012 et la loi relative à la représentation communale dans les communautés de communes et d'agglomération du 31 décembre 2012, introduit l'encadrement par le législateur de la composition du conseil communautaire. En application de ces nouvelles dispositions, il est prévu 2 possibilités pour déterminer le nombre et la répartition des sièges. Soit librement, dans le cadre d'un accord formulé par les communes membres et à la majorité qualifiée, soit, à défaut d'accord, la composition de l'organe délibérant est arrêtée par le représentant de l'État selon les modalités strictes définies par les textes précités. La répartition s'effectue alors selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
Les communes qui n'obtiennent pas de siège se verront attribuer un siège de droit au-delà de l'effectif fixé par la loi. Ce mode de calcul porte le nombre de sièges à 47 pour la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, 42 sièges issus du tableau du Code général des collectivités territoriales et 5 sièges de droit. Un accord librement négocié entre les différents conseils municipaux devra faire l'objet d'un vote des conseils municipaux des communes membres de la CAGT à la majorité qualifiée avant le 31 août prochain. À cette date, M. le Préfet constatera s'il y a eu accord ou pas. Ce constat sera formalisé par un arrêté préfectoral qui devra être pris avant le 30 septembre prochain et qui fixera le nombre et la répartition des sièges du Conseil communautaire entre les différentes communes membres à compter du renouvellement des instances communautaires en 2014. En cas d'accord à la majorité qualifiée, l'arrêté reprendra tout simplement la répartition négociée localement. Pour aboutir à un accord local, la loi impose un certain nombre de principes dans les règles de répartition des sièges. Alors, la répartition doit tenir compte de la population de chaque commune. Chaque commune doit disposer d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer seule de plus de la moitié des sièges. Le nombre total de conseils communautaires ne peut excéder de plus de 25% le nombre de sièges qui seraient calculés en cas d'absence d'accord local et en application de la loi, soit 58 pour la CAGT, 47 selon les termes de la loi, plus 11 correspondant aux 25% supplémentaires. L'accord doit intervenir à une majorité qualifiée, c'est-à-dire après avoir reçu l'approbation d'au moins 2/3 des conseils municipaux des communes membres représentant la moitié de la population totale de l'agglomération ou de la moitié des conseils municipaux représentant les 2/3 de la population. La communauté d'agglomération du Grand Tarbes a, par délibération du 17 mai dernier, opté pour une répartition des sièges qui est aujourd'hui proposée à notre conseil municipal. Cette répartition est la suivante. Angos, 1 siège, Orléans 5, Barbazan 2, Bordère 3, Bourg 1, Chis 1, Ibos 2, Laloubert 2, Audos 2, Orlex 1, Salzadour 1, Sarouille 1, Séméac 3, Sousse 2, Tarbes 24, total 51. Il vous est donc proposé d'adopter la répartition des sièges des communes de la CAGT à compter du renouvellement des conseils municipaux en mars prochain, tel que je viens de vous le présenter, et de m'autoriser à prendre toute disposition pour l'exécution de cette délibération. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Personne? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Y a-t-il des oppositions? Abstentions? Elle est approuvée à l'unanimité. Je vous remercie. Alors maintenant, nous abordons le point numéro 3, c'est le point en fait qui a justifié l'organisation de ce conseil municipal exceptionnel. Il s'agit du bilan de la concertation qui a été engagée dans le cadre du projet du plan local d'urbanisme. Je vais donc demander à M. Samuel Forêt, ici présent, qui représente le cabinet, c'est quoi ça, 2A 2AU, merci, c'était Z. 2AU, de nous présenter tout cela avant que la discussion ne s'instaure. Monsieur Forêt, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, avant de vous présenter le zonage et le règlement de la commune de Tarbes, j'ai un souci. Je vais revenir sur un petit rappel réglementaire. La loi en fait définit 4 types de zones. Donc vous voyez sur le graphique les zones U, qui sont les zones urbaines, donc peuvent être classées en zone urbaine les secteurs déjà urbanisés de la commune et les secteurs où la capacité des réseaux est suffisante pour desservir les constructions implantées. Ensuite, nous avons les zones AU, ce sont les anciennes zones NA du plan d'occupation des sols. Donc ce sont des secteurs à caractère naturel qui sont destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque la capacité des réseaux est suffisante à la périphérie de ces zones AU, elles sont ouvertes à l'urbanisation dès l'approbation du PLU. Par contre, lorsque la capacité est insuffisante, on dit qu'elles sont gelées et classées en 2 AU, elles seront ouvertes à l'urbanisation après une modification du PLU.
Ensuite, nous avons les zones agricoles, les anciennes zones NC du POS. Donc là, ce sont les zones agricoles de la commune où seules les constructions liées aux activités agricoles sont autorisées. Et pour finir, nous avons les anciennes zones ND, qui sont maintenant zones N, zones naturelles. Donc ça, ce sont des zones qui sont à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux, des espaces naturels et des paysages. Les anciennes zones NB, qui étaient des espaces d'habitat diffus, ont été supprimés par la loi SRU. Donc le zonage et le règlement de la commune de Tarbes, un des objectifs de l'élaboration du PLU a été de simplifier le POS en vigueur avec des règles plus souples, plus permissives afin de dynamiser la production de logements et de permettre l'extension des logements existants, tout en insistant sur l'intégration des nouvelles constructions dans l'environnement urbain, notamment au travers de l'article 11 du règlement. Donc ici, nous voyons la zone UA, alors qui est constituée du centre-ville historique, des extensions qui ont eu lieu au XIXe siècle, et notamment le long des faubourgs, des entrées de ville, de l'emprise de la gare SNCF, ici, d'une partie de l'ancien site du GIAT, ici, et de la ZAC de l'Ormeau au sud, ici. Donc dans cette zone, le bâti est dense et ancien, elle comprend les périmètres de protection des monuments historiques, et elle possède un caractère multifonctionnel. Donc il y a de l'habitat, du commerce, de l'artisanat, des bureaux, des services et des équipements collectifs. Les règles qui s'y appliquent ont pour objectif de respecter la morphologie urbaine existante. Donc les constructions doivent s'implanter à l'alignement des voiries. Dans une bande de 15 mètres, mesure à partir de cet alignement, elles doivent s'implanter sur au moins une des deux limites séparatives. Et au-delà de cette bande, les constructions doivent s'implanter à une distance au moins égale à la moitié de leur hauteur, avec un minimum de 4 mètres. Afin d'essayer de recréer des cœurs d'îlots à l'intérieur de cette zone UA, au-delà de la bande des 15 mètres, l'emprise au sol est limitée à 50%. La hauteur est limitée à 13 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faîtage. Afin de favoriser la densité, on n'a pas défini de COS, coefficient d'occupation du sol. Concernant le stationnement, aucune règle n'a été définie afin de favoriser l'implantation de commerces en centre-ville et de lutter contre la vacance. Et concernant l'article 11, les règles insistent sur l'intégration de nouveaux bâtiments dans une trame urbaine déjà existante. Chaque projet devra définir, en fait, justifier le parti architectural, notamment au niveau de l'insertion dans l'environnement. Ensuite, nous avons la zone UB, donc, qui comprend tous les autres quartiers pavillonnaires. Ce sont des ensembles d'immeubles collectifs ou encore des lotissements, ou encore de l'habitat un peu plus ancien. Donc elle a une vocation principale d'habitat. On y trouve cependant quelques commerces et quelques activités tertiaires surtout. Alors les règles qui s'y appliquent ont pour objectif de faire évoluer ces quartiers, de permettre leur densification et de leur donner une identité tarbaise calquée sur le Tarbes du XIXe siècle, et notamment au niveau des règles d'implantation dans les articles 6 et 7 du règlement. Donc les règles sont quasiment identiques à celles de la zone UA, excepté l'article 6, où les constructions peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un retrait de 3 mètres minimum. Comme dans la zone UA, dans une bande de 15 mètres mesurée à partir de l'alignement, les constructions doivent s'implanter sur au moins une des deux limites séparatives. Au-delà de cette bande, l'emprise au sol est également limitée à 50%. La hauteur est, comme la zone UA, limitée à 13 mètres à l'égout du toit et 18 mètres au faîtage. Le COS, par contre, là, est fixé à 1 pour permettre la densification de ces quartiers plus ou moins pavillonnaires. Ensuite, nous avons la zone UI, qui est constituée des secteurs d'activité industrielle, artisanale, commerciale ou de services. Donc on ne voit pas trop bien, mais à l'ouest, nous avons la zone d'activité de Cognac et de Garouner. Au sud-ouest, celle de Bastillac. Au sud-est, la ZAC de Centre de Gros, ici. Et au nord, une partie du GIAT, de l'ancien site du GIAT. Et au nord, tout à fait, le long de la route de Bordeaux, ici. Et bien sûr, Nexter Munitions, ici. Donc dans ce secteur, dans cette zone UI, le règlement est très souple et permissif afin de maintenir les activités existantes et de permettre leur développement. Donc les constructions peuvent s'implanter à l'alignement ou avec un retrait de 5 mètres minimum. Elles peuvent s'implanter en limite séparative ou avec un retrait de 5 mètres. Pas d'emprise au sol ni de COS afin d'autoriser l'extension des activités existantes et les hauteurs sont limitées à 16 mètres. Pardon de vous interrompre, Monsieur Forêt. Je m'adresse à l'ensemble des conseillers. Vous pouvez intervenir à tout moment, parce que si on attend la fin de l'exposé, il risque
ça risque d'être un peu... Donc, à tout moment, quand il y a des explications sur tel ou tel point, si vous voulez des précisions, vous intervenez tout de suite. Vous êtes d'accord, monsieur? Oui, bien sûr. Monsieur Montama. Oui, je suis surpris par l'affirmation que vous faites, mais c'est peut-être moi qui fais une erreur et vous allez m'en dissuader ou m'en persuader. Vu que je fais partie de la commission d'urbanisme, il me semble bien quand même, on a longuement parlé de cette élaboration du PLU, il me semblait avoir retenu que pour les hauteurs, nous étions restés après l'exposition de M. Divita sur la zone UA, sur des 12 mètres de façade et 16 mètres au faîtage. Et je viens d'entendre à 2 reprises 13 mètres et 18 mètres. Il y a une explication à ça ? Oui, nous avons décidé de modifier les hauteurs pour permettre d'avoir 4 étages plus des combles. D'accord, et ça ne va pas nuire, puisque quand même il y avait une affirmation, mais qui était plus que sincère et puissante de l'architecte qui disait au-delà de 12 et 16, c'est inadmissible, ça va être très très vilain, quoi. Ça ne fait qu'un mètre de plus. Non, ça fait quand même de 16 à 18 après pour le faîtage. Non, c'était 17 au faîtage. C'était 12 12 et 16. Et maintenant, non, 12 et 17 et maintenant c'est 13 et 18. Bon, ben, on doit... On a tenu compte des remarques qui ont été formulées par les professionnels. C'est tout. C'est l'intérêt de toutes ces réunions. Oui. Oui, je peux entendre effectivement que les professionnels, ils ont tout intérêt à ce que ça monte en hauteur. Hein. Chaque fois qu'on monte, on gagne de la superficie locative ou constructible, mais est-ce que c'est raisonnable par rapport aux affirmations vraiment plus que pertinentes? Ce sont des hauteurs maximales. De toute façon, on avisera en fonction de l'environnement, c'est évident. On tient compte également des immeubles qu'il y aura autour. Mais on s'est aperçu qu'avec le projet tel qu'il avait été défini, on risquait d'avoir des blocages sur des projets d'intérêt général, notamment des projets de bailleurs sociaux. Ce sont des remarques qui nous ont été présentées par des bailleurs sociaux qui nous ont dit avec ce niveau-là, eh bien, ce qu'on vient de faire à tel endroit, eh bien, on ne l'aurait pas fait, etc. Donc, si vous voulez des exemples, je vous les donnerai. Par exemple, allez voir avenue Aristide-Briand, les immeubles qui ont été construits par Promologie, ou d'autres immeubles qui sont construits par l'OPH. On a été obligé de s'adapter sur les remarques des professionnels qui me paraissent fondées. Je peux en poser une dernière, hein. Monsieur Fauré, vous pouvez ajouter quelque chose sur ça? Oui, en fait, les hauteurs correspondent plus ou moins à l'existant. On n'a pas des hauteurs très hautes. Et en plus, on s'est aperçu qu'en rez-de-chaussée, souvent on a des... je ne sais pas si longtemps. On a des commerces où la hauteur du rez-de-chaussée est très haute. Donc on est obligé d'en tenir compte pour avoir au moins 3-4 niveaux. Et donc, est-ce que ça aura un caractère rétroactif sur les permis accordés ou pas accordés en cours d'élaboration? Non, non, il n'y a pas d'effet rétroactif. Ça ne sera valable que lorsque le PLU aura été adopté. C'est-à-dire après les 3 mois de concertation avec les personnes publiques associées, avec la concertation avec le commissaire enquêteur. Normalement, ce PLU devrait être adopté en fin d'année. Donc ce ne serait qu'à partir de 2014 que ça entrera en vigueur. Merci. Monsieur Gallego, vous pouvez nous donner votre avis sur le sujet? Effectivement, le mètre qui a été rajouté, c'est pour permettre justement que les rez-de-chaussée ne soient pas de 2,50 m comme les étages. C'est tout. Et deuxièmement, faire que pour certains immeubles, il y a le sous-sol qui est semi-enterré et avec une partie en élévation, en général 4 ou 5 marches, c'est-à-dire 1 mètre. Voilà. C'est simplement, voilà l'explication principale. Mais oui. Mais on peut rappeler qu'aujourd'hui, il y avait des immeubles qui dépassaient largement et ce sera supprimé. Il y a des immeubles qui arrivaient jusqu'à 20 mètres, non? Jean-Louis? Vous voulez une décision, M. Divita, pour éclairer le débat? C'est un sujet très technique, moi je ne suis pas très compétent.
Non, je dirais la précision que l'on peut donner, et M. Gallego et Samuel ont très justement fait remarquer, nous avons la préoccupation de caler des hauteurs en rez-de-chaussée qui puissent attirer commercialement l'œil. Donc ça nécessite des hauteurs supplémentaires qui font perdre de la surface de plancher. Le fait aussi de pouvoir, comme le dit M. Gallego, de faire un sous-sol semi-enterré permet de répondre aussi à certaines contraintes, à certains besoins. Donc c'est un petit peu cet ajustement entre la hauteur et, je dirais, les besoins des constructeurs pour permettre la faisabilité des programmes immobiliers. Lourdou. Non, juste une question pour bien préciser les choses. Dans l'état existant, je veux dire dans ce qui existe déjà dans la ville, quelles sont les hauteurs maximales existantes, quoi? Ça permettra de situer un peu les choses, quoi. Jean-Louis, s'il vous plaît. Oui. Voilà, dans l'existant, on peut aller jusqu'à des 20 mètres de hauteur. Si vous voulez, vous regarderez derrière mon dos l'immeuble qui a en face. C'est une réussite exemplaire dans ce domaine. Monsieur, d'autres questions? Monsieur Forêt, vous pouvez continuer, mais vous pouvez interrompre à tout moment, mais laissez quand même le cheminement et la cohérence du cheminement se faire, parce que sinon... D'accord. Donc, pour terminer sur la zone UI, elle représente 213 hectares, et le secteur UIZC, qui correspond à la ZAC de Centre de Gros, situé au sud de la commune, représente 12,7 hectares. Ensuite, nous avons les zones AU, donc les zones à urbaniser, qui sont situées en continuité des quartiers existants, comme ici au sud, ou dans des secteurs qui doivent faire l'objet d'opérations de renouvellement urbain. On en a deux ici. Donc elles sont destinées principalement à une urbanisation à vocation d'habitat. Donc on a 3 zones AU. Elles doivent être urbanisées dans le cadre d'une opération d'ensemble portant sur la totalité du secteur et respecter les orientations d'aménagement et de programmation définies dans le PLU. Les règles sont quasiment identiques à la zone UB. Donc en détail, la première zone, on ne voit pas trop, la première zone AU au niveau de l'avenue des Forges. Donc c'est une opération de renouvellement urbain sur une ancienne friche industrielle. Donc elle est destinée à recevoir de l'habitat individuel et intermédiaire. Sa superficie de 3,3 hectares, ce qui correspond à peu près à 90 logements si l'on respecte les préconisations du SCOT en matière de densité. Donc les orientations d'aménagement imposent notamment 3 accès au niveau de l'avenue des Forges et l'avenue ici, je ne vois plus le nom. Voilà. On a 3 accès sur cette zone. Ensuite, on a une autre zone, rue de l'Adour, toujours pareil, qui s'inscrit dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain et qui est à cheval sur la commune de Tarbes et de Séméac, qui représente 0,9 hectares. Donc elle est destinée aussi à recevoir de l'habitat collectif et intermédiaire. Sa superficie est de 0,9 hectares, ce qui correspond à 30 logements. Toujours pareil, si on respecte les densités préconisées par le SCOT. Et la troisième zone à urbaniser, elle est au sud du territoire, au sud de l'hôpital, qui est situé ici. Donc elle représente 1,9 hectares. Toujours pareil, elle est destinée à recevoir de l'habitat individuel et intermédiaire, et ce qui correspond à peu près à 40 logements. Ensuite, nous avons les zones 2AU, donc ce sont des zones d'urbanisation future. Elles sont gelées dans le cadre du PLU parce que la capacité des réseaux est insuffisante au droit de ces secteurs. Donc nous avons 4 zones 2AU. La première, c'est, je reviens en arrière, c'est celle-ci. Donc c'est les anciennes voies de garage SNCF situées au nord de la commune pour une superficie de 5,4 hectares. Donc bien sûr, là pour l'instant, on n'a pas du tout les réseaux à proximité du secteur. Donc une fois qu'il y aura les réseaux, la mairie pourra ouvrir à l'urbanisation cette zone par voie de modification du PLU. Ensuite, chemin des Poudrières, on a 2 zones 2AU, une de 1,6 hectares au sud et une de 6,6 hectares un peu plus au nord. Donc toujours pareil, pour l'instant ces zones sont gelées parce qu'il faut élargir le chemin des Poudrières et amener surtout améliorer la capacité des réseaux d'eau pluviale. Donc ces 2 zones sont pour l'instant gelées. Et la dernière zone 2AU qui est située au niveau de la route de Bordeaux, ici, qui représente 12,5 hectares. Donc pour l'instant, on n'a pas l'assainissement collectif, donc cette zone sera ouverte à l'urbanisation une fois que l'assainissement collectif sera au droit du secteur.
Ensuite, la zone naturelle qui regroupe les secteurs, pas de questions sur les zones AU et 2AU. Bah, si, quand même. Oui, parce que c'est à mon avis ça qui va susciter le plus d'interrogations, hein. Puisque donc ces zones dites à urbaniser actuellement, qu'est-ce qu'il y a dessus? Quelles sont actuellement, dans le poste actuel, elles sont définies comment? Zones agricoles, hein. Donc il y a des exploitations agricoles. Il y a les zones agricoles et des zones urbaines, des friches industrielles. Et oui, c'est dans le cadre d'une opération de renouvellement urbain qu'elles vont être urbanisées. Oui, non, mais enfin, bon, ce sont des cas différents, effectivement, hein. Il y en a certaines, c'est des friches industrielles, d'autres, c'est quand même des zones agricoles. Et là-dessus, bon, effectivement, je répète ce que j'ai déjà dit, hein, à d'autres occasions, notamment quand on a débattu du PADD. Moi, je pense que ce qui est zone agricole devrait le rester, et aurait comme vocation d'être redynamisé, on va dire, en zone maraîchère. Il y a un déficit à ce niveau-là, qui doit être, même si ça fait rire certains, absolument comblé, parce que bon, c'est ça, à notre avis, l'avenir durable de notre ville. C'est-à-dire, comme de toutes les autres villes d'ailleurs de cette taille, hein, recréer des ceintures maraîchères périurbaines. Le message, je ne me lasserai pas de le répéter tant que j'en aurai l'occasion, et je suis sûr qu'un jour ou l'autre, il s'incarnera dans la réalité. Merci mon père. Je répète là qu'on essaie sur ces zones d'avoir une vision à moyen terme, sinon long terme même. Et qu'il est très vraisemblable qu'elles resteront à l'état actuel pendant encore de bonnes années. Néanmoins, considérant, quand on regarde un peu la configuration du territoire de la ville de Tarbes et le nombre de terrains disponibles pour une expansion et une extension de la ville de Tarbes, il n'y en a pas beaucoup. Et que donc, dans une perspective moyen ou long terme, si on veut faire un peu de prospective dynamique, eh bien, je suis désolé, mais on est obligé de dire, bon, ben là, il y a des terrains disponibles qui, aujourd'hui, sont classés agricoles et qui, d'ailleurs, ne sont pas cultivés. Vous pouvez aller les voir, ils ne sont pas cultivés, hein. Alors, si vous voulez en faire des zones maraîchères, vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Ils ne sont pas cultivés. Et ensuite, on se réserve la possibilité. Et vous demanderez aux propriétaires, d'ailleurs, ce serait intéressant, M. Lourdoux, que vous demandiez aux propriétaires de ces terrains s'ils ne sont pas satisfaits qu'aujourd'hui on les classe en AU plutôt que de les laisser en N. Allez leur dire que vous voulez que ça reste en zone agricole. Et ils sont bien contents qu'on ait une perspective un jour d'amener la voirie, d'amener les réseaux pour que ces terrains soient urbanisés et donc, par voie de conséquence, valorisés. Oui, on est bien conscient de ce problème-là, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a sans doute au budget 2014 des projets qui sortiront par rapport à ce genre de problématique. On est bien conscient que des gens qui possèdent des terrains agricoles en zone périurbaine et qui sont plus ou moins à l'âge de la retraite, ils ont envie de valoriser effectivement leur capital, parce que leur terrain c'est leur capital. Et que donc le fait de passer en zone urbanisable, pour eux, c'est en quelque sorte comme une forme de complément de retraite, hein. Bon, donc il va falloir tenir compte de ça, bien sûr. Et j'espère que la loi, bientôt, en tiendra compte pour permettre à ces gens-là, tout en gardant une vocation agricole à leur terrain, de ne pas y perdre. Très bien. Quand ils viendront déposer des permis de construire, on les refusera en disant si vous voulez valoriser votre patrimoine pour votre retraite, on vous conseille de faire du maraîchage. Voilà, vous vendez les carottes et les légumes, ce sera votre complément de retraite. On dira c'est M. Lourdoux qui vous le conseille. Je répète, M. Lourdoux, il y a un réalisme qui s'impose à tout le monde. Nous ne disposons pas sur cette ville, sur le territoire de la ville de Tarbes, de réserves foncières. Pratiquement pas. Et donc, les quelques réserves foncières cohérentes, qui s'inscrivent d'ailleurs, regardez, je veux dire, ça se voit comme le nez sur la figure, regardez quand même, ça s'inscrit dans une logique d'aménagement de zone. Vous voyez les 3 hectares, 3
en AU ici, regardez tout autour, il y a des maisons. De l'autre côté, les 3 hectares, 3 en jaune ou en vert, là, je ne sais pas quelle couleur vous avez derrière. Eh bien, même chose, regardez tout autour, c'est urbanisé. Ça, c'est Yuxtoul. En plus, c'est Yuxtoul. C'est même pas agricole, là, c'est industriel. Donc, on est bien obligé d'avoir une prospective dynamique en la matière. Et je le répète, nous ne disposons pas de réserves suffisantes pour pouvoir nous dispenser de cela. Et enfin, je redis, les propriétaires ne demandent que ça. Monsieur Forêt. Pour faire un état des lieux précis par rapport au POS, ici on avait une ancienne zone UI à vocation d'activité, ici c'est pareil une ancienne zone UI, ici on avait une ancienne zone 1NA qui était déjà urbanisable au POS. Par rapport aux zones 2AU, ici on avait une zone UI, c'était dédié à la voie SNCF. Ici on avait 2 zones 1NA et 2NA au POS, donc des zones qui étaient déjà... Pardon. Revenez sur la zone SNCF s'il vous plaît, monsieur Forêt. Voilà. Bon, je veux dire que là aussi c'est une évidence. C'est une évidence que dans le moyen long terme, regardez tout ce qu'il y a autour. C'est une zone... Nous savons que la SNCF souhaite se déposséder de ce patrimoine. Un jour ou l'autre, il sera urbanisé. Il est normal qu'on le qualifie comme tel aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a d'autres exemples comme cela. Donc ici, on avait 2 anciennes zones 1NA et 2 zones A qui étaient urbanisables au POS. Et ici, on avait une ancienne zone 2NA à ce niveau-là. Et on a rajouté ce petit secteur qui empiète sur une zone NC du POS. Par rapport aux zones naturelles, donc, qui regroupent les secteurs à dominante naturelle de la commune, et notamment les trames vertes et bleues le long de la Dour, ici, et de l'Échèze, donc les corridors écologiques. Donc, par rapport au POS, ces zones ont été élargies afin de prendre en compte les zones inondables, inconstructibles, donc plus des zones naturelles plus larges. Donc, dans cette zone naturelle, seule la réhabilitation des constructions existantes est autorisée. Toutes les maisons d'habitation isolées en zone agricole, ici au nord, un peu à l'ouest et un peu au sud, ont été pastillées en zone NH. Dans ces secteurs, seule l'extension mesurée des bâtiments est autorisée à hauteur de 60 mètres carrés. Et bien sûr, on autorise également les annexes, piscine, garage et abri de jardin. Et la hauteur des constructions dans ces secteurs NH est limitée à 7 mètres. Et ensuite, pour finir, les secteurs agricoles, en sachant qu'on a 2-3 exploitants professionnels sur la commune de Tarbes. Donc on a 4 poches de zones agricoles situées au nord, dont, notamment dans la zone inondable de la Dour et au niveau du plan de prévention des risques technologiques de Nexter. Et après, nous avons 3 zones situées à l'ouest du territoire, 3 poches de zones agricoles et une située au sud. Dans ces zones, seules les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées. Donc, depuis que vous avez reçu le CD-ROM pour cette réunion, quelques modifications mineures ont été apportées au document. Donc, on tenait à vous en faire part. Donc au niveau de la route de Bordeaux, justement la zone 2AU qu'on vient de voir, on a exclu en fait la maison d'habitation qui était comprise dans la zone 2AU et on l'a bien sûr évidemment reclassée en zone UB. Donc on n'a plus aucune construction existante dans la zone 2AU. Même cas de figure au niveau de la zone AU rue des Graves, on avait une maison d'habitation existante ici, juste ici, donc on l'a exclue de la zone AU et on l'a reclassée en zone UB. Ensuite, on a eu le temps de finir le recensement et l'identification graphique des éléments paysagers à préserver. Donc vous voyez un exemple sur le plan de zonage. Ce sont tous les éléments paysagers à préserver qui ont été recensés dans le rapport de présentation. Donc généralement, ce sont des bâtiments, des constructions du centre-ville, avec des prescriptions particulières au niveau de l'article 11 du règlement pour préserver ces bâtiments. Ensuite, au niveau des emplacements ont été réservés pour créer des bassins de rétention afin de gérer avec efficacité les eaux pluviales et limiter les débits rejetés dans la Dour et l'Échèze. Donc on a réservé 7 emplacements. Donc le premier, l'emplacement réservé 21 au niveau du rond-point d'Alstom pour 3320 mètres carrés pour créer un bassin de rétention. Le second, le long de la Dour, toujours pareil, derrière la résidence rue Arsène d'Arsonval, qui fait 1650 mètres carrés.
Le numéro 23, boulevard Renaudet, toujours au nord du territoire, qui fait 4500 m². Le numéro 24, au fond du quartier à Rail-Doussou, qui fait 1700 m². Et là, il est proche de l'Échèze. Le numéro 25, à proximité de l'hôpital, on a l'hôpital ici, qui fait 6900 m² avec une voie d'accès, hein, bien sûr, pour rejoindre le boulevard. L'emplacement réservé numéro 26, toujours pareil, le long de l'Échèze, rue François Marquès, qui fait 3500 m². Et le numéro 27, avenue d'Azenex, qui fait 2675 m², toujours le long de l'Échèze. Donc tous ces emplacements ont été réservés pour créer des bassins de rétention pour gérer les eaux pluviales. Des questions peut-être? Oui, comme vous avez demandé s'il y avait encore des questions tout à l'heure sur les zones, les 2 et 3e qu'on a évoquées, j'avais des questions, mais qui ont été posées sur votre présentation, sur les toutes premières zones, qui étaient les UA, mais je pensais qu'on finirait tout ça, c'était pour ne pas monopoliser la parole. Si vous avez fini la présentation des zones, je vous laisse finir, je vous les pose après. Sur, en ce qui concerne UA et UI, si vous voulez bien, on les verra après, je vous laisse finir. Allez-y. Non, d'accord, je ne peux pas. Alors oui, si vous voulez bien revenir, sans vous commander, sur l'exposé que vous avez fait de ce qui va, notamment ce qui m'intéresse, c'est ce qui va passer de UI à UA, et notamment sur le secteur du GIAT, donc de l'Arsenal, pour qu'on se comprenne bien, voilà. Donc c'est la zone, bien évidemment, c'est le nord-est de la zone UA, là. Voilà, alors juste après, juste à votre droite, là, nous y sommes. C'est-à-dire c'est toute la partie qui est du côté gauche de l'avenue des Forges que vous proposez de basculer en UA, donc c'est-à-dire immédiatement constructible. Moi je trouve que c'est un petit peu surprenant dans la mesure où après tout le reste du site est en UI et que, faut-il le rappeler, vous en parliez, monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal ou de l'avant-dernier, sur le patchwork qui est en train de se réaliser et que vous aimez bien les patchworks. Moi, je ne m'explique pas pourquoi cette zone-là doit devenir immédiatement constructible alors que tout le reste est en UI, et j'aimerais que nous ayons des précisions d'où en est le QRS, c'est-à-dire l'évaluation qualitative des risques sanitaires sur cet endroit-là. Parce que je ne m'explique pas qu'effectivement, il y a le Nex Hotel, il y a le cinéma, il y a tout ça. Alors ça, on est parfaitement cohérent. Il n'y a pas besoin que ça soit en UA. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut faire basculer cette zone en UA, c'est-à-dire immédiatement constructible, surtout sans connaître les rapports de l'EQRS. Merci. Vous avez quelque chose? Jean-Louis? Donc à l'actuel plan d'occupation des sols, puisque nous avions procédé à une modification, une partie de cette zone était déjà classée en zone UA. Je rappelle qu'à l'autre extrémité, près des berges de la Dour, nous avons les maisons qui sont aujourd'hui désaffectées, que l'on envisageait de rendre à de l'habitat. Et dans les opérations qui doivent se faire au droit de l'hôtel, là, il y a la possibilité, pour permettre d'avoir un peu de densité dans ce secteur-là, l'idée était de permettre sur les espaces encore disponibles d'ouvrir la possibilité d'avoir de l'habitat en se calant, bien entendu, l'avenue des Forges, qui a été un petit peu notre limite de matérialisation. Ça, exactement où ça se trouve là. Non, ça c'est très sympathique, mais c'est pas là. Tu vois? C'est-à-dire, c'est la zone, si je peux vous expliquer plus facilement, c'est la zone, quand vous passez le pont de Sounelly et que vous empruntez l'avenue et que vous tournez sur votre gauche, vous gardez l'avenue des Forges, c'est toute la zone qui est sur la partie gauche de l'avenue.
Voilà, c'est le prolongement du cinéma, tout ça. Et là, je ne vois pas la nécessité que ça soit immédiatement constructible et qui plus est en zone d'habitat permanent. Je ne vois pas là le truc. Alors que c'est carrément de l'activité commerciale et tout le site s'oriente vers ça, quoi. C'est le château d'eau. En fait, à part la SCI, l'hostellerie, là, qui, bon, vu la tête de la maison, là, qui pourrait effectivement être intéressée pour être habitable, je ne vois pas qui c'est qui peut être intéressé pour habiter là-dessus, et surtout sans avoir l'évaluation terminale de l'EQRS. Je ne comprends pas bien, Jean-Louis, là, expliquez-moi s'il vous plaît, parce que sur la zone, là, il y a déjà, tous les terrains sont quasiment vendus. Quel est le problème? Donc certains terrains sont vendus, hein, presque tous. Presque tous, oui. Donc nous avons au droit du château d'eau donc des terrains qui ont été vendus, mais sur lesquels il n'y a pas de projet concret jusqu'à présent, et qui étaient, c'est le terrain Arato. Renault l'a vendu à Densité. Projet de l'école de danse, Densité, va s'installer là. D'accord. Sur tout le terrain Renault. Voilà. Donc ensuite, il y a les opérations à venir. Donc entre l'hôtel et le CGR, là. Donc c'est aussi là d'offrir la possibilité, pour bâtir plus haut, de faire du logement. C'était l'idée recherchée. Moi, ça ne me gêne pas qu'il y ait des logements en haut. Je ne vois pas ce qui vous gêne, M. Montama. De faire du logement à cet endroit, je ne comprends pas trop le truc. Donc, pardon ? Je ne comprends pas de faire du logement à cet endroit. On est en pleine zone où effectivement il y a de l'activité commerciale et tout ce qui est tout à fait louable. On n'a pas dit qu'on allait faire une zone de logement. C'est la possibilité qui sera offerte aux personnes qui, d'ailleurs, ont acheté les terrains, ils sont presque tous vendus, de réaliser leur projet et, s'ils le désirent, de pouvoir en haut faire des bureaux ou des appartements. Voilà, c'est tout. Par contre, j'ai déjà dit ici qu'il n'y aurait pas de construction de maisons individuelles, de maisons d'habitation, etc. Voilà. Donc, avec cette qualification, les personnes qui achètent ces terrains, si elles le désirent, étant donné que nous imposons une hauteur, il y a des gens qui achètent avec un projet tout simple, mais on impose une hauteur pour qu'il y ait une cohérence dans la zone. On impose une hauteur. Et à partir du moment où on impose une hauteur, on ne va pas dire à quelqu'un, mais très bien, vous faites votre activité en bas, mais je vous préviens, vous devez faire 1 ou 2 étages en plus. Et si on lui dit, vous faites 1 ou 2 étages en plus, mais vous ne pouvez pas y faire de logement. C'est absurde. Pas plus que de la laisser en UI. Eh bien, écoutez, c'est votre choix. Le nôtre, c'est de permettre cette opportunité. Alors, peut-être qu'on pourra la permettre, mais je réitère la deuxième partie de ma question. Il serait quand même intéressant de savoir très concrètement où on en est à la suite de l'EQRS. Est-ce que c'est dépollué, pas dépollué? On va passer un UI en UA. On va permettre aux gens de pouvoir construire immédiatement, qui plus est d'habiter. Et on ne sait pas si les terrains sont hors de danger pour la population qui prétend y habiter. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des informations à ce niveau-là? Posez des questions précises. Posez une question précise. Mais compte tenu du rapport de l'enquêtrice que vous avez cité la dernière fois, oui, qui semblait mettre en évidence qu'il fallait être très strict là-dessus, sur ces zones-là, et suivre de près toutes les recommandations de l'EQRS. Est-ce que c'est ça? Si. Non, monsieur. J'ai jamais dit qu'on suivrait toutes les recommandations de l'enquêtrice. Absolument pas. Mais moi, j'ai dit qu'il y avait un rapport qui, considérant que sur le site, il y avait des zones qui avaient été polluées ou qui pouvaient l'être encore, que donc il ne faudrait pas qu'il y ait de logement ni d'activités sensibles, écoles, crèches, tout ce que j'ai dit. Ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, quand on vend un terrain à quelqu'un, s'il a envie de faire au premier ou au deuxième étage un appartement, eh bien, j'ai envie de pouvoir l'autoriser, c'est tout. Ah, mais ça que vous en ayez envie, je l'entends bien, mais est-ce que c'est raisonnable pour la personne qui achète? Elle ne sait pas ce qu'il y a dessous et elle ne sait pas sur quoi elle va construire. Et vous le rendez immédiatement constructible en le passant. Monsieur, s'il vous plaît, maintenant, on se calme. Comment elle ne sait pas ce qu'il y a dessous? Mais moi, je suis calme, tous les terrains qui sont vendus, tous les terrains qui sont vendus, tous les bâtiments qui sont vendus ont fait l'objet de contrôles de pollution. Alors, ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Allons, on se calme. Est-ce que c'est... Mais c'est n'importe quoi. Ils ne savent pas ce qu'ils achètent. Non mais je rêve. Tous
tous les terrains vendus ont fait l'objet de contrôles de pollution. Et il y a eu des terrains qui ont été dépollués. Et il y avait des bâtiments qui étaient pollués, qui ont été dépollués. Vous m'affirmez donc qu'il y a eu des terrains qui ont été dépollués. Donc peut-être pas tous. Moi, je ne sais pas. C'est ce résultat que je vous demande. Du reste, je suis très calme. Il y a des terrains qui ont été dépollués, il y a des bâtiments qui ont été dépollués et qui sont vendus. Il y a eu tous les contrôles de pollution qui ont été effectués et il n'y a pas de problème. Et que vous croyez que sur un site industriel comme celui-là, on va pouvoir allègrement vendre des terrains sur lesquels il y a eu la pollution ou des bâtiments sur lesquels il y a eu de la pollution sans que tous les contrôles ne soient effectués et tous les moyens mis en œuvre quand il y a eu pollution pour que la dépollution soit effectuée. Ça nous a coûté assez cher. Oui, je le crois. Bon, ben alors parfait. Donc, on continue. Non, je crois que c'est possible de les vendre sans avoir fait le boulot. Pardon ? C'est pour ça que je suis très insistant. Pardon ? Vous dites qu'il y a eu des terrains, il y a eu des bâtiments de dépollués. Je vais poser sans contournement. Est-ce que tous l'ont été? Et est-ce qu'on peut avoir un compte rendu? C'est ça que je pose. Tous les terrains qui sont vendus et les bâtiments qui sont vendus font l'objet de rapports de dépollution. C'est lié à l'acte. C'est annexé à l'acte. On ne peut pas vendre si ce n'est pas dans l'acte. Qu'est-ce que vous cherchez des noises, là? Je ne comprends pas ce que vous cherchez. Monsieur Fauré, vous continuez, s'il vous plaît. On peut s'apercevoir que le total des zones urbaines, entre les zones UA, UB, UC, UD qui ont été supprimées et regroupées en zone UB, on avait au poste une superficie de 1196 hectares et on a bien sûr 1314 hectares au PLU parce que toutes les zones 1NA et 2NA qui ont été urbanisées entre-temps ont été intégrées en zone urbaine. Au niveau des zones AU, donc les zones AU qui feront l'objet de renouvellement urbain, donc qui ne consommeront pas de l'espace agricole ou naturel, on a 4,2 hectares en zone AU et 5,4 hectares en zone 2AU. Et les zones AU et 2AU qui empiètent sur des zones agricoles ou naturelles correspondent à 1,9 hectares et 22,4 hectares. Donc on avait un total de zone 1NA au POS de 137 hectares. On n'a plus qu'un total de zone AU au PLU de 36 hectares, avec une superficie disponible égale à 27,8 hectares. Donc la consommation avec le report des zones 1NA du POS équivaut à 24 hectares. Les zones ND et agricoles, on peut s'apercevoir qu'elles n'ont diminué que de 16,2 hectares entre le POS et le PLU. On était à 198 hectares au POS et on est à 182 hectares. Donc la consommation réelle des espaces agricoles et naturels n'est que de 16 hectares, ce qui est très peu à l'horizon 2020. Les objectifs de démographique, c'était 50 000 habitants en 2020. C'était défini dans le PADD et dans le SCOT. Donc on peut s'apercevoir que les besoins en logement sont liés d'une part à l'accroissement de la population, mais aussi au desserrement des ménages. Donc les besoins en logement liés au desserrement des ménages représentent quand même 2700 logements supplémentaires à l'horizon 2020, soit 208 logements par an supplémentaires, uniquement pour répondre à la diminution de la taille moyenne des ménages. Et les besoins en logement liés à l'accroissement de la population représentent 3125 logements. Donc le besoin brut en logement à l'horizon 2020 serait de 5825 logements. Donc pour répondre à ces objectifs de développement démographique, on a besoin de 5820 logements et pour les créer, on mise sur la réduction de la vacance, donc 30% du nombre de logements vacants, ce qui représenterait 1100 logements réhabilités. On compte aussi sur le renouvellement urbain et la densification des zones urbaines. Donc on a pris 5% du total des résidences principales, ce qui représenterait 1200 logements. Et l'urbanisation des zones AU représenterait 2680 logements. Donc la capacité d'accueil s'élèverait à 4980 logements. Donc elle ne pourrait pas en fait répondre aux besoins de développement démographique. Donc à l'horizon 2020, il faudra forcément ouvrir d'autres zones à l'urbanisation si on veut atteindre l'objectif de 50 000 habitants. Juste un petit rappel par rapport à la suite de la procédure. Donc aujourd'hui, c'est la réunion d'arrêt du PLU, située ici en conseil municipal, avec le bilan de la concertation. Ensuite, le dossier est soumis à l'avis des personnes publiques associées pendant 3 mois. Donc les services ont 3 mois pour répondre et formuler un avis par rapport à ce PLU. À l'issue de ces 3 mois, il y a 1 mois d'enquête publique.
Et le commissaire enquêteur a 1 mois pour rendre son rapport. Et au-delà de ces 2 mois, le conseil municipal peut approuver le plan local d'urbanisme. Donc ça sera en fin d'année 2013. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce qui vient d'être dit par M. Forêt? Pas de questions? Madame Argounès. Donc je vais vous lire le bilan de la concertation et l'arrêt du projet du plan local d'urbanisme. La commune a prescrit la révision du plan d'occupation des sols afin de le transformer en plan local d'urbanisme. Cette révision a pour objectif d'adapter le document d'urbanisme à l'évolution urbaine, de le mettre en compatibilité avec le SCOT de Tarbes-Saint-Lourdes, de dégager et d'affirmer un projet urbain sur des axes forts tels que l'attractivité et l'économie du centre-ville, les déplacements urbains, la diversité de l'habitat et des services, la prise en compte des objectifs environnementaux, tout cela dans une perspective de développement durable. À cette occasion, un diagnostic territorial ainsi qu'un projet d'aménagement et de développement durable de la commune ont été élaborés. La délibération du conseil municipal du 21 septembre 2009 prescrivait les modalités de concertation à mener pendant toute la phase d'élaboration du projet du PLU, jusqu'à ce qu'il soit arrêté ci-après. Mise en place d'une exposition publique permanente, organisation de 3 réunions publiques. Pendant toute la durée de la concertation, le public pourra adresser par écrit ses propositions et ses remarques à Monsieur le maire sous enveloppe fermée portant la mention « Élaboration du PLU ». Les modalités de concertation prévues ont été scrupuleusement respectées. La concertation a fait l'objet de différentes modalités durant toute la phase de son élaboration. Une exposition permanente s'est déroulée dans le hall du bâtiment Pyrène pendant toute la durée de la concertation. Elle a évolué au fur et à mesure de l'avancée des études. Dans un premier temps, cette exposition comprenait les principaux éléments du diagnostic territorial et de l'état initial de l'environnement. Elle permettait de visualiser les grands enjeux urbains. Dans un deuxième temps, des panneaux d'exposition ont été ajoutés afin de présenter le PADD. Enfin, l'exposition s'est terminée par la présentation du document graphique zonage et de la mise à disposition du règlement écrit. L'exposition a été vue par les habitants. Elle a permis de les tenir informés de l'évolution de l'élaboration des documents du PLU. Conformément à la délibération prescrivant l'élaboration du PLU, le registre mis à la disposition du public lors de cette exposition a fait l'objet de seulement 3 observations. L'une sur la faible fréquentation, une autre sur la demande de réduction de l'emprise espace boisé classé sur une propriété, enfin la dernière sur la réflexion de l'implantation des grandes surfaces et le zonage du périmètre de protection des bâtiments classés ou inscrits. L'organisation des 3 réunions publiques annoncées préalablement par voie de presse. Pour chaque réunion publique, le public a été informé du lieu, de la date ainsi que des horaires par une annonce de presse dans 2 journaux locaux diffusés dans le département, 15 jours avant la date de réunion. Par un avis sur les panneaux d'affichage interne à l'hôtel de ville, au service urbanisme opérationnel situé au bâtiment Pyrène, aux services techniques municipaux rue André Fourcade, à la mairie annexe de l'Aubadère et sur les panneaux d'affichage déroulant des concessions municipales sur le site internet de la ville de Tarbes. Ces réunions ont permis aux habitants d'appréhender le futur PLU. La première réunion publique d'information s'est tenue le 6 février 2013. Elle a eu pour objet de porter à connaissance le diagnostic et l'état initial de l'environnement de la commune. Les différentes questions formulées par la population concernaient le plan de prévention des risques naturels, la prise en compte de l'aéroport en tant qu'élément de centralité à proximité de la commune, le patrimoine architectural, les transports en commun, le devenir des haras et la fiscalité. La commune a confirmé la prise en compte de toutes ces préoccupations dans le cadre de l'élaboration du PLU. La deuxième réunion publique d'information s'est tenue le 20 mars 2013. Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ont été présentées. Les observations du public concernaient l'aménagement des pistes cyclables, les transports en commun, les objectifs d'évolution de la population, la préservation des espaces agricoles impactés par le PPRT et les logements vacants. La commune a précisé que toutes ces problématiques seraient traitées lors de la finalisation du dossier de PLU. La troisième et dernière réunion publique s'est tenue le 12 juin 2013. Elle a eu pour objet la présentation des pièces graphiques, le zonage et du règlement écrit. Le public présent s'est fait préciser le contenu du règlement des zones UA et UB, ainsi que le devenir des zones 2AU et AU. La commune a précisé que la zone UA regroupe le centre-ville ancien et le Tarbes 19e. Elle comprend les périmètres de protection des monuments historiques. Les règles qui s'y appliquent ont pour objectif de respecter la morphologie urbaine existante. La zone UB reprend l'intégralité des multiples sous-secteurs. Elle est constituée des quartiers pavillonnaires, des ensembles d'immeubles collectifs.
Les règles qui s'y appliquent ont pour objectif de faire évoluer ces quartiers et de permettre leur densification. Les constructions pourront s'implanter soit à l'alignement, soit en retrait de 3 mètres. Les zones 2AU sont situées en continuité des quartiers urbanisés. Elles feront l'objet d'opérations de renouvellement urbain. Elles sont gelées du fait des contraintes techniques importantes, absence de réseau ou accès. Elles seront destinées à une urbanisation future à vocation d'habitat sous la forme d'opérations d'ensemble. Les zones AU sont directement urbanisables. Le registre mis à disposition du public présent lors de ces 3 réunions a fait l'objet de la part d'un administré de 2 observations qui portaient sur le zonage de la GESP et sur la relance de la ZPPAUP. Suite à l'ensemble des remarques orales écrites et des échanges formulés lors des différentes concertations énoncées ci-dessus, la commune a étudié la possibilité d'une prise en compte ou non dans le cadre de l'élaboration du futur document d'urbanisme. Ces réunions ont permis aux habitants d'appréhender le futur PLU. Elles ont facilité l'explication des différents enjeux. Des réponses ont été apportées aux personnes présentes. Courrier de la population. Pendant toute la durée de la concertation, le public a pu adresser par écrit ses propositions et ses remarques à Monsieur le maire sous enveloppe fermée portant la mention « Élaboration du PLU ». Le service urbanisme de la ville de Tarbes a reçu 11 courriers de la part des habitants, 8 demandes de changement de zonage, 5 pour un changement de zone UI ou de ZNA en une zone affectée à de l'habitat, 3 pour un changement de zone agricole et naturelle vers de la zone constructible à usage d'habitat. Une demande de réduction mineure d'un espace boisé classé, une demande de maintien d'une zone d'urbanisation future à usage d'habitat et une demande de suppression d'un emplacement réservé pour la prolongation d'une voie. Ces demandes ont été examinées lors des réunions de travail avec le comité de pilotage. 5 d'entre elles ont été traitées favorablement. Le site web, les éléments d'études, diagnostic, PADD, projet de règlement et plan de zonage, les informations concernant les réunions publiques ainsi qu'un rappel de la procédure d'élaboration et du contenu du plan local d'urbanisme ont été mis en ligne sur le site web de la commune pendant toute la durée de la concertation. Concernant les articles de presse, un article de presse est paru dans les bulletins municipaux Tarbes Mag et Couleurs de Ville, ainsi que dans le Bigorre Mag 65. Les réunions publiques ont fait l'objet d'articles parus dans la Dépêche du Midi et la Nouvelle République. La concertation entre la population et la commune a donc été concluante, étant donné qu'un échange et une information continue ont bien eu lieu durant toute l'élaboration du PLU. Vu le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L123.1 et suivants, R123.1 et suivants et L302, vu la délibération du Conseil municipal en date du 21 septembre 2009 qui prescrit la révision du POS en PLU et fixe les modalités de la concertation, vu le compte-rendu du débat au sein du Conseil municipal qui s'est déroulé le 19 mars 2013 sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, entendu l'exposé de Monsieur le maire, vu le plan local d'urbanisme et notamment le projet d'aménagement et de développement durable, le rapport de présentation, les documents graphiques, le règlement écrit et les annexes, ainsi que l'évaluation environnementale, vu la phase de concertation menée en mairie, considérant que le zonage et le règlement ont été mis à la disposition du public dans le cadre de l'exposition sur le site internet de la ville et exposé dans le cadre du conseil municipal de ce jour, considérant que le plan local d'urbanisme est actuellement prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration, sur avis favorable de la commission municipale d'urbanisme, d'architecture, logement et arsenal en date du 11 juin 2013, il est proposé au conseil municipal d'adopter le bilan de la concertation engagée pendant le déroulement des diverses phases d'études, de considérer comme favorable le bilan de la concertation présentée, d'arrêter le projet du plan tel qu'il est annexé à la présente délibération. La présente délibération et le projet de PLU annexé à cette dernière seront transmis à l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L121.4 et L121.3 du Code de l'urbanisme, c'est-à-dire Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées, Messieurs les présidents du Conseil régional et du Conseil général, Messieurs les présidents des chambres de commerce et d'industrie, de la Chambre des métiers et de l'artisanat, de la Chambre départementale de l'agriculture, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes, Monsieur le président chargé du suivi et de la révision du schéma de cohérence territoriale de Tarbes-Saint-Lourdes, Monsieur le président de la communauté d'agglomération du Grand Tarbes compétent en matière d'organisation des transports urbains. La présente délibération et le projet de PLU annexé seront également soumis pour avis aux personnes publiques associées qui sont mentionnées à l'article L123.9, c'est-à-dire Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées au titre de l'autorité environnementale DREAL, Monsieur le préfet des Hautes-Pyrénées au titre de la commission départementale de consommation des espaces agricoles,
messieurs les maires des communes limitrophes et aux organismes qui ont demandé à être consultés, et bien sûr, monsieur l'architecte des bâtiments de France. Conformément à l'article L302 du Code d'urbanisme, le dossier définitif du projet d'élaboration, tel qu'arrêté par le conseil municipal, sera tenu à la disposition du public au service d'urbanisme opérationnel bâtiment Pyrène, rue Georges Clémenceau, aux horaires d'ouverture au public. Conformément à l'article R123-18 du Code d'urbanisme, la présente délibération fera l'objet d'un affichage en mairie pendant le délai d'1 mois. Merci Madame Argounès pour ce rapport succinct. Est-ce qu'il y a des questions sur la délibération qui vous est soumise? Monsieur Lourdoux. Non pas des questions, mais une explication de vote, monsieur le maire. Oui, oui, allez-y. Oui, donc je considère, comme vous devez vous en douter, que ce PLU est un PLU à minima, avec une concertation qui a été menée à minima, et donc on n'a pas eu le vrai débat sur l'avenir de cette ville que ça aurait pu permettre, l'élaboration de ce PLU, comme ça s'est passé d'ailleurs dans d'autres villes, où la population a été largement associée à la discussion sur les grands enjeux. Ici, la concertation s'est réduite à recevoir les doléances individuelles, comme c'est trop souvent le cas dans cette ville. On considère que la concertation, c'est recevoir les doléances individuelles des habitants. Mais c'est aussi rabaisser les habitants à leurs petits intérêts personnels, quoi. Et par contre, quand il s'agit de l'intérêt collectif, il me semble qu'il y a d'autres ambitions à avoir. Voilà pourquoi je voterai contre cette délibération. Merci. Heureusement que vous les avez, vous, ces ambitions. Heureusement. Monsieur Lourdoux, je vous rappelle quand même qu'il y a eu 3 réunions de concertation. 3. D'ailleurs, on ne vous a pas vu souvent. Qu'il y a eu 2 réunions de la commission urbanisme. Et que pour que la concertation puisse se développer comme vous le souhaitez, il faut que le public soit présent. Et le public a été informé. Oui. Y a-t-il d'autres interventions ou explications de vote? Monsieur Montama. Oui, explication du vote également. On votera contre en ce qui nous concerne, puisque les 2 sommaires questions que je vous ai posées, moi personnellement, je ne suis pas satisfait des réponses que vous avez apportées. Et la première, je la réexplique dans le texte en français. L'explication subite, la dernière commission d'urbanisme n'a tout juste que 15 jours, où on m'a défendu bec et ongle 12, 16 ou 12, 17, je passerai, et qu'on me passe aujourd'hui à 13, 18, au niveau des hauteurs, là, moi, excusez-moi, ça me retourne. Surtout que c'était vraiment, mais plus qu'argumenté, qu'il ne fallait pas dépasser. Et puis, quant à la mutation de UI en UA, moi, je ne suis pas satisfait des explications, donc je pense qu'il y a autre chose, que ça peut... On le verra dans le temps, sûrement, qu'est-ce qui se construira là-dessus. En tout cas, on votera contre. Et quant à l'argument que ce soit les bailleurs sociaux qui ont besoin d'avoir des nouvelles tolérances de construction, quand on voit où est-ce qu'on en est de l'état de remplissage du parc des bailleurs sociaux, moi, je m'interroge sur la nécessité d'en construire à tour de bras. Donc, je pense qu'il doit y avoir autre chose que ça. Merci. Très bien, faites-leur savoir. Je pense que le message sera reçu. Y a-t-il d'autres remarques? Non? Je soumets donc cette délibération à votre approbation. Ceux qui désirent s'abstenir, le manifeste en levant la main. Ceux qui désirent voter contre, le manifeste en levant la main. 3 votes contre. Qu'est-ce qu'il y a? Oui? Il y avait un pouvoir, non? Pardon. Marie-Pierre Vieux avait le pouvoir de Mme Émilie Buffat, donc ça fait 4. Pourquoi? Qui y avait d'autres? Ah oui, Saint-Mézard, pardon. 5. Eh bien, proposition adoptée, merci. Plus rien n'étant à l'ordre du jour. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Il y a le festival de la danse qui commence, si vous avez envie d'aller voir, place de Verdun. Comment il s'appelle déjà ce festival? Les Estivales. Hein? Voilà, les Estivales de la danse.